Sur la grande artère française Paris-Lyon, en cours d'électrification, Montereau, terminus grande banlieue, constitue à 78 km de Paris un centre ferroviaire des plus importants. Les deux grands courants de circulation venant d'Hérissi et de Moret s'y rejoignent en effet à l'entrée de la gare. Les installations d'aiguillage et de signaux y sont de ce fait extrêmement denses. Gare de trafic intense, Montereau, tout comme l'ensemble de la ligne, nécessitait des travaux très divers, dont ceux de signalisation qui posaient des problèmes très compliqués. Trois postes mécaniques de type ancien desservaient la gare. Le poste 1, à l'entrée côté Paris, avec ses 120 leviers en ligne, était par ses dimensions un des plus importants du genre en service sur la SNCF. Tout mouvement de train intéressant sa zone d'action nécessitait de laborieuses manœuvres de levier de la part des aiguilleurs. Les transmissions par fil et par tringle entraînées par des leviers, eux-mêmes enclenchés mécaniquement entre eux, s'étendaient en nappes impressionnantes au départ des postes et jusqu'aux aiguilles et aux signaux mécaniques qu'elles commandaient. Le poste 2, au centre de la gare, avec ses 100 leviers en alignement, bien que de construction plus récente que le précédent, donnait lieu dans sa zone à des manœuvres tout aussi compliquées d'aiguilles et de signaux. En outre, de presque constantes relations téléphoniques et de correspondance étaient rendues nécessaires entre les postes. Enfin, à la sortie côté sud, le poste 3, avec ses 36 leviers, commandait certaines manœuvres et concourait avec les postes 1 et 2 au passage des trains à travers la gare. Deux autres postes, l'un à 6 km, l'autre à 8 km côté Lyon, desservaient les sauts de moutons qui permettent de regrouper les voies impaires et paires des courants Moret et Hérissi. Le dernier de ces deux postes commandait notamment deux appareils de voie d'une longueur de 95 mètres, du type le plus allongé existant. Pour bénéficier pleinement de l'électrification, il fallait notamment transformer complètement la signalisation de la gare sans jeter de perturbations dans le trafic intense et sans engager à aucun moment la sécurité. L'aménagement des anciens postes ne pouvait être retenu en raison des difficultés de toutes sortes qui l'auraient entraîné. Un poste unique, tout relais à itinéraire, étant donné l'étirement en longueur de la gare, était la meilleure solution. Elle fut donc adoptée. La mise en service des installations nouvelles a été effectuée en deux temps. Le poste 3, tout d'abord, a fait place à une cabine d'appareillage télécommandé du poste 2, au moyen d'un petit pupitre provisoire à boutons, placé à côté des grands leviers et surmonté d'un tableau optique simplifié avec itinéraire tracé par points lumineux. Les aiguilleurs du poste 2, tout en desservant comme auparavant la zone centrale de la gare, commandaient à 1200 mètres de distance les 30 itinéraires de la zone sud dans sa nouvelle situation.
Quel contraste déjà entre les dures et multiples manœuvres mécaniques des leviers, les translations saccadées des aiguilles obéissant comme un regret, et le geste tout simple d'un doigt sur un bouton, commandant les manœuvres souples et régulières des aiguilles actionnées électriquement. Un coup d'œil au tableau, l'itinéraire est bien tracé, le signal s'est ouvert. Un geste, un seul pour l'itinéraire commandé à distance, alors que la manœuvre mécanique des grands leviers actionnant les aiguilles placées à proximité du poste va seulement s'achever. Quatre mois plus tard, la gare tout entière, y compris la zone sud, était rattachée au poste unique de Montereau, qui dresse sa silhouette aux lignes sobres et nettes à l'entrée de la gare côté Paris. Avec sa cabine claire et confortable, son pupitre de commande, son tableau de contrôle optique, il est une réalisation significative de la technique moderne. Un troisième temps est prévu, où ce même poste unique commandera les sauts de mouton des kilomètres 84 et 86. Mise en service échelonnée sans doute, mais formule précieuse pour les services de la voie qui exécutent les travaux et pour l'exploitation qui doit former son personnel. Cette nouvelle installation a détrôné les postes mécaniques qui, victimes du progrès, entrent maintenant dans le passé. L'éloquence de ces chiffres permet la comparaison des situations anciennes et nouvelles. Autrefois, 5 postes étaient occupés à former en permanence 297 itinéraires possibles. Désormais, un seul poste commande 350 itinéraires. Ce type d'installation est l'aboutissement d'une longue série de travaux pour l'amélioration des postes à levier d'itinéraire dont il tire le meilleur parti. Alors que les premiers postes français avec levier d'itinéraire remontent au début du siècle, la formule de 1950 est celle d'un poste tout relais, couramment dénommé PRA, où les itinéraires sont commandés par un geste unique du doigt et peuvent être enregistrés. Certes, la précédente formule du poste classique à itinéraire enclenché permettait de belles réalisations, telles celle du Mans, avec ses 180 leviers, mais de tels postes nécessitent des encombrements importants et leur capacité est limitée. Une première réalisation intéressante de poste à itinéraire sans enclenchement mécanique ni verrou a été le poste 5 d'Argenteuil, qui, avec ses manettes placées sur le tableau lumineux, constitue une formule excellente pour un poste moyen. Mais le nouveau poste de Montereau, ainsi que les premiers postes tout relais mis en service sur Paris-Lyon, ont été véritablement conçus à partir du petit poste de Darnetal, étudié par la SNCF et mis en service en 1947. Darnetal a encore un petit combinateur de formation d'itinéraire à droite de l'aiguilleur, mais les petits leviers, tout en ayant encore des positions stabilisées comme dans le système classique, sont entièrement libres. Du poste de Darnetal au poste tout relais, il n'y avait qu'un pas à franchir en substituant au petit combinateur mécanique un appareillage électrique approprié. Ce pas fut vite franchi et le levier devint un bouton dont les faibles dimensions permettent une grande concentration sur un petit espace. 200 boutons actifs commandant 350 itinéraires effectifs sont réunis sur la table de Montereau. 2 itinéraires inverses sont en effet commandés par le même bouton suivant qu'il est poussé ou tiré. En réitérant le même geste qu'à la commande, l'itinéraire se détruit. Dans tous les cas, un simple geste, un seul, et l'itinéraire s'inscrit au tableau lumineux ou s'efface. Étant donné la concentration des commandes, il fallait faciliter et réduire au maximum la tâche de l'aiguilleur. C'est ainsi que les itinéraires de passage peuvent être commandés en tracé permanent, ce qui permet de ne faire qu'un geste pour une série de trains se succédant sur le même itinéraire. C'est ce que l'aiguilleur a fait ici pour l'itinéraire M1-M3. Les trains se suivent sous la protection du bloc automatique comme en pleine voie.
Suivant le dernier train de la série, l'aiguilleur peut annuler le tracé permanent en réitérant son premier geste. L'itinéraire est alors tracé sous le régime de la destruction automatique. C'est ainsi que procède l'aiguilleur qui a un seul train à faire passer. Il commande M1, M3 en destruction automatique. C'est le train lui-même qui provoque la destruction de l'itinéraire. Le voyant du bouton s'éteint alors et le tracé lumineux disparaît du tableau au fur et à mesure du dégagement de l'itinéraire par le train. L'aiguilleur peut alors commander l'itinéraire dévié incompatible M1H3. La destruction s'effectue après fermeture automatique du signal sur lequel apparaissent deux feux rouges et dégagement par le train du premier circuit de voie suivant le signal. Mais il peut, s'il le désire, commander par exemple M1, M3 pour un premier train et commander tout aussitôt en attente, autrement dit enregistrer, M1, H3 pour un deuxième train. Seul M1, M3 se trace, tandis que le voyant du bouton M1, H3 clignote. Le premier train passe, détruit lui-même l'itinéraire et immédiatement, M1H3 se trace automatiquement pour le deuxième train. Ces différentes facilités sont obtenues grâce à un appareillage de commutation automatique. Quant au bouton lui-même, il est très simple. Ses dimensions sont très réduites. Juste ce qu'il faut pour loger l'étiquette de repérage et les deux lampes qui l'éclairent. Un petit bloc renferme les contacts qui sont reliés par cordon souple au répartiteur de la table. Il faut dire aussi que le tableau lumineux constitue avec la table l'auxiliaire indispensable de l'aiguilleur. Il est le reflet vivant des commandes effectuées et de la situation des mouvements dans la gare. L'arrière du tableau est très accessible et permet d'assurer facilement toutes les opérations d'entretien. La construction d'un tableau aussi concentré posait un problème nouveau et difficile. La société Morse l'a résolu par la mise en œuvre d'un système ingénieux. Les lampes sont rangées en nid d'abeilles, loin à l'arrière, et la lumière est transmise, suivant le principe des fontaines lumineuses, par un conduit en plexiglas dont les extrémités épousent la forme de la fenêtre à éclairer. Réalisé suivant la forme classique, le tableau aurait eu plus de 10 mètres de long. Il n'est ici que 3,50 mètres pour 2000 lampes utilisées. L'appareillage est rassemblé sur des châssis dans les salles du premier étage et du rez-de-chaussée. Les commutations et les fonctions n'intéressant pas directement la sécurité sont assurées au moyen de petits relais du type téléphonique amélioré, dit relais TS, groupés par fonction dans des blocs munis de connecteurs automatiques. Par contre, toutes les fonctions de sécurité sont réalisées au moyen de relais dits de signalisation, d'un fonctionnement à toute épreuve, mais d'un encombrement plus grand. Un avantage important du PRA est de permettre la décentralisation de l'appareillage dans des satellites télécommandés du poste unique au moyen d'un petit nombre de conducteurs. Un code composé de 6 impulsions brèves successives, transmis par 4 fils, permet de passer 3600 commandes différentes. Les satellites sud et centre, commandés à distance, suivent ce principe, abritant, comme le poste unique, des relais TS et des relais de signalisation, assurant la sécurité dans leurs zones respectives.
En campagne, enfin, des guérites abritent les appareils de distribution et de commande des circuits de voie, des aiguilles et des signaux. Pour les aiguilles, une particularité intéressante facilite l'entretien. Les relais de commande sont réunis en un bloc facilement interchangeable, placé dans un carter à côté du moteur. L'aiguilleur est à son poste. Un train lui est annoncé. Il commande des itinéraires intéressés. Un ou deux gestes très simples et un frémissement bref parcourent les salles de relais. Le code se forme. Lancé au satellite, il y aboutit en quelques dixièmes de seconde. Les relais de sécurité eux-mêmes entrent en action. Les aiguilles se mettent en position. Le signal s'ouvre, les contrôles des appareils convergent au poste et le tableau de contrôle optique s'éclaire. En fait, le tout n'a pas demandé plus de 2 à 3 secondes. Mais d'autres mouvements s'effectuent ou sont en préparation. Plusieurs itinéraires sont en attente pour des trains annoncés. Aux heures de pointe, où le trafic est particulièrement chargé, un téléphoniste assiste l'aiguilleur. Plus de perte de temps, plus de manœuvres de force. L'aiguilleur est maintenant obéi au doigt et à l'œil par des mécanismes invisibles et perfectionnés qui, en assurant un trafic plus grand avec la plus entière sécurité, laissent disponibles toutes ses facultés d'attention. Continuant ainsi une tradition riche en progrès, Montereau et son poste unique sauront tenir leur rôle dans l'ensemble coordonné des grands centres qui s'échelonnent entre Paris et Lyon. Abandonnés, les postes anciens sont voués à la disparition et peut-être à l'oubli. Le silence règne dans les vastes cabines aux grands leviers devenus inutiles. Vieux postes, vous avez été à votre époque l'orgueil de nos ingénieurs, mais vous avez toujours bien servi le rail. La relève s'est effectuée et vous allez maintenant prendre la place qui vous est due dans l'histoire du chemin de fer.